Maintenant que nous avons vu quel type de fonction d'activation nous pouvons choisir dans les couches cachées d'un réseau, nous allons voir les différents types de fonctions d'activation que nous pouvons choisir dans la couche de sortie d'un réseau. Les neurones de la couche de sortie sont appelés unités de sortie. Pourquoi faut-il distinguer la fonction d'activation utilisée dans la couche de sortie de celle utilisée dans la couche cachée d'un réseau? Contrairement à la fonction d'activation dans les couches cachées, le type d'unité de sortie dépend du type d'étiquette dans le jeu de données. Il n'y a donc pas beaucoup de possibilités pour choisir les unités de sortie. Passons en revue les choix possibles. Si votre sortie est continue, vous devez choisir l'unité de sortie linéaire. Ces unités ou neurones calculent la somme pondérée classique des entrées, puis appliquent la fonction identité, laissant la combinaison linéaire inchangée. La sortie peut donc prendre toutes les valeurs réelles possibles. Notez que l'utilisation d'une unité de sortie linéaire et l'optimisation du réseau à l'aide de la perte quadratique reviennent à résoudre le problème des moindres carrés d'une régression linéaire pour laquelle les variables d'entrée sont celles qui correspondent à la sortie de l'avant-dernière couche. De cette façon, vous pouvez voir qu'un réseau avec une telle unité de sortie n'effectue rien d'autre qu'une régression linéaire sur de nouvelles variables, celles fournies par l'avant-dernière couche, qui sont créées en fonction des données afin de minimiser l'erreur quadratique. Si votre sortie est discrète, vous pouvez utiliser deux unités de sortie différentes en fonction du nombre de catégories de la variable. Si la variable est binaire, vous pouvez utiliser l'unité de sortie sigmoïde, qui n'est rien d'autre qu'un neurone classique qui calcule la somme pondérée de l'entrée sur laquelle une fonction sigmoïde, celle que nous avons déjà vue, est appliquée. De même que pour la régression linéaire, l'utilisation d'une unité de sortie sigmoïde équivaut à appliquer un modèle de régression logistique sur les nouvelles caractéristiques fournies par l'avant-dernière couche. Par conséquent, un réseau doté d'une unité de sortie sigmoïde effectue une régression logistique sur les nouvelles caractéristiques créées automatiquement par l'avant-dernière couche du réseau. Si votre résultat est discret et comporte plus de deux catégories, vous devez utiliser les unités de sortie softmax, qui ne sont rien d'autre qu'une généralisation de l'unité de sortie sigmoïde pour plus de deux catégories. Comme vous le voyez ici, la fonction softmax prend un vecteur en entrée, les combinaisons linéaires calculées par chaque neurone de la dernière couche, et le transforme en un autre vecteur. Ce nouveau vecteur présente deux caractéristiques. Toutes les composantes sont positives et leur somme est égale à 1. Par conséquent, ce vecteur de sortie est un bon candidat pour être un vecteur de probabilité. Notez que le nombre de composantes de ce vecteur est égal au nombre de catégories des variables de sortie, de sorte que la kème composante du vecteur estime la probabilité que la véritable étiquette soit égale à k. Le modèle qui sous-tend la fonction softmax est la régression logistique multinomiale, qui est une généralisation de la régression logistique pour une variable de sortie comportant plus de deux catégories. Examinons maintenant le modèle logistique multinomial. Supposons que la sortie y comporte k catégories différentes. Si nous effectuons une régression logistique pour chacune de ces modalités, en essayant de prédire y égale k par rapport à y différent de k, nous obtenons pour tous les cas l'équation 5, écrite ici pour une seule variable d'entrée par souci de simplicité. Le terme de droite est le terme classique d'un modèle logistique et le terme de gauche est également le terme classique, où le dénominateur, généralement 1 moins la probabilité que y soit égal à k, est remplacé par une constante de normalisation. Pour déterminer cette constante, nous réécrivons ces équations en obtenant l'équation 6 pour tout k. En utilisant le fait que la somme des probabilités doit être égale à 1, nous obtenons la valeur de la constante z dans l'équation 7. En remplaçant z par sa valeur dans l'équation 6, on obtient l'équation 8, qui est également la fonction softmax appliquée au vecteur βj xi pour j allant de 1 à k. Par conséquent, vous voyez que la fonction softmax est la fonction naturelle pour modéliser les probabilités dans un modèle de régression multinomiale. Maintenant, quelques commentaires sur la fonction softmax lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec la perte cross-entropie que nous allons détailler dans un instant. Pour l'instant, supposons que l'avant-dernière couche produise un vecteur z associé à la vraie sortie y. La perte cross-entropie pour cette observation est donnée par moins le logarithme de la probabilité que grand y soit égal à petit y sachant z. Si nous utilisons une unité de sortie softmax pour modéliser la probabilité, nous obtenons l'équation 11 dont les deux termes correspondent au numérateur et au dénominateur de la fonction softmax. Maintenant, en supposant que l'une des composantes de z est beaucoup plus grande que les autres, le logarithme de la somme peut être bien approximé par le maximum de toutes les composantes de z, ce qui donne l'équation 12.
L'équation 12 montre que la perte est égale à 0 lorsque la composante ZY est maximale et beaucoup plus grande que les autres composantes. Cela signifie que le réseau prédit la véritable étiquette avec une grande probabilité. Dans ce cas, en raison de la renormalisation présente dans la fonction softmax, la composante ZY est presque égale à 1 et les autres sont proches de 0. En outre, toujours dans le cas où la composante ZY est très grande, la perte est approximativement linéaire. Il n'y a pas de phénomène de saturation dû à l'utilisation de la fonction sigmoïde softmax. N'oubliez pas que l'utilisation de la perte cross-entropie avec l'unité de sortie sigmoïde ou softmax est une bonne idée car elle permet d'éviter la saturation. Enfin, voici une analogie biologique sur l'inhibition latérale. Les neurones proches les uns des autres dans le cerveau peuvent être en concurrence les uns avec les autres. Si la différence entre les signaux d'entrée est trop importante entre un neurone et les autres, le premier peut s'activer alors que les autres ne le font pas.